Bonjour Cyril. Bonjour Ludovic. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Je vais essayer de te présenter rapidement. Alors, tu es sophrologue, relaxologue et tu partages et transmets la sagesse et les expériences de la vision sans tête telles que Douglas Harding les a découverts et formulées, si je ne me trompe pas en tout cas. Pour commencer, est-ce que tu pourrais évoquer un peu ton parcours dans la spiritualité et nous dire quelles ont été tes influences, tes maîtres, et ce qui a fait que tu as découvert la vision sans tête. Oui, bien sûr. Pour commencer, faut que je commence déjà dès mon enfance où j'avais beaucoup d'interrogations. On disait toujours de moi que j'avais un petit vélo dans la tête, comme ça. Mais beaucoup d'interrogations sur ce que j'étais, qu'est-ce que j'étais venu faire ici. Donc beaucoup d'interrogations sans réponse. Alors autour de moi, il n'y avait pas vraiment un milieu catholique, mais par exemple, ma grand-mère était très catholique et elle me parlait beaucoup de la religion. Mais moi, bizarrement, j'avais un véritable rejet, vraiment un rejet de la religion. Je voulais pas du tout en entendre Mm. parler. Les croyances, les dogmes, les cultes, tout ça, ça m'effrayait peut-être. Mais par contre, j'admirais quand même au fond de moi, finalement, les personnes qui croyaient et qui croyaient en quelque chose et qui avaient un sens finalement, qui donnaient du sens à leur vie. Et moi, j'en trouvais pas vraiment. J'en trouvais pas vraiment. Donc je l'écartais, peut-être par peur, peut-être par crainte, hein. Et ça a duré l'enfance, l'adolescence, même en tant que jeune adulte. Et puis, je commençais à me poser moins de questions et finalement, la vie a fait que voilà, j'ai un parcours professionnel dans l'immobilier. Et puis après, j'ai repris une structure, j'ai dirigé une structure qui travaillait avec les comités entreprises. Donc tout ça, j'étais pris dans le flux de la vie et j'avais plus toutes ces interrogations-là. Ça a été jusqu'à peu près mes 35 ans, quelque chose comme ça. J'ai 51 ans maintenant. Et finalement, ça m'a un peu rattrapé, toutes ces questions-là, à la fin de la trentaine. Donc, j'ai commencé à étudier un peu tout ce qui est développement personnel, voilà, les accords Toltec, j'ai commencé à faire du yoga, je suis intéressé à la méditation, plutôt la méditation de pleine conscience, mais très tranquillement, et les interrogations revenaient quand même. Et je me suis dit à un moment donné, ben, bon, je vais encore changer d'orientation professionnelle, et dans mon quotidien, je vais un petit peu appliquer tout ce que j'ai vu en développement personnel et j'ai étudié la sophrologie. Mm. Et voilà, maintenant, j'en ai fait mon métier. Donc la sophrologie, j'en ai fait mon métier. Mais voilà, ça, c'est parallèle. Pour le parcours spirituel, il y en avait vraiment aucun, parce qu'il y avait même un rejet de la religion. Je savais même pas quelle était la différence entre la religion et la spiritualité. Et c'était finalement pendant le début de mes études de sophrologie, c'était en 2019, j'ai eu la chance, l'occasion de participer à ce qu'on appelle une séance de nada yoga. C'était le yoga par le son, avec un instrument qui est l'harmonium indien. Je sais pas si tu connais l'harmonium indien. Pas du tout. Alors je le décris rapidement. C'est une sorte de petit piano avec moins de touches et avec aussi un soufflet. Donc c'est un mélange entre un piano et un accordéon. Mm. Donc ça nous vient de l'Inde. Et là, avec ce son, donc c'était plutôt des mantras, voilà, des mantras avec l'harmonium indien. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, ça m'était jamais arrivé, donc en 2019, et j'ai senti vraiment quelque chose. Et là, j'ai dit, ah oui, ok. C'est comme si toutes mes interrogations, d'un coup, alors ça ne m'apportait pas la réponse, mais en tout cas, ça me donnait, si quand même, une réponse en disant, mais oui, je ne suis pas que cela, que ce corps physique avec ce mental, cet ego. Non, il y a vraiment autre chose. Mm. Il y a vraiment autre chose. Donc, dès ce jour-là, il s'est passé déjà quelque chose. Donc, c'est il y a 5 ans. Et j'ai eu l'occasion d'échanger grandement avec la personne qui a fait cette séance. Et donc, elle m'a expliqué ce qui était un peu passé, cette ouverture finalement, cette
cette conscientisation de ma véritable nature. Et cette personne avait étudié longuement, elle avait fait une thèse dessus, même les Yoga Sutras de Patanjali. Et donc j'ai commencé comme ça mon chemin spirituel avec cette personne qui a étudié les Yoga Sutras de Patanjali. Donc j'ai commencé à regarder ça, à étudier un peu, et ça m'a passionné. Ça m'a vraiment passionné, mais pas pour avoir de la connaissance, c'est parce que comme j'avais vécu quelque chose, et ça je vais revenir beaucoup avec la vision sans tête, Mm. ça a été mon vécu. Hein. Voilà, personne n'aurait pu m'expliquer quelque chose ou dire autre chose. Non, ça s'est vécu sur l'instant, sur le moment. Ça a duré quelques instants. Et je savais avec ce vécu-là. Voilà. Donc les Yoga Sutras de Patanjali, et puis j'ai commencé à faire des recherches un petit peu partout. Alors je vais raconter aussi une anecdote par rapport à la spiritualité et sur Eckhart Tolle, Mm. parce que auparavant, quand je faisais ma recherche sur le développement personnel plutôt, mon épouse m'avait offert le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Et finalement, j'avais commencé à le lire. Et dans ce livre, il parle quand même, il donne le nom Dieu. Voilà, pas mal de fois, il l'évoque. Mais étant toujours réfractaire à la religion, j'ai carrément jeté le bouquin. Ah, c'est Je la l'ai première jeté. fois que j'entends ça. Oui, je me doute bien. Je l'ai jeté. Alors, mon épouse était un peu décontenancée, mais voilà, non, c'était pas possible pour moi. Donc, c'était quelques années auparavant. Hein, c'était peut-être 2015, quelque chose comme ça. Et puis, avec ce qui s'était passé en 2019, sur les recherches, je tombe sur quelque chose, mais vraiment, je tombe sur un commentaire du livre Gloire du moment présent, et je me dis, waouh, mais c'est exactement ça que je recherche, mais sans faire le lien du tout avec le bouquin que j'avais jeté auparavant. Donc, je rachète le livre, mais vraiment, je n'avais plus du tout pensé à ça. Puis fièrement, je dis à mon épouse, waouh, j'ai trouvé vraiment un livre qui va me correspondre, mais elle me dit, mais c'est pas possible, c'est le livre que tu as acheté il y a quelques années, que je t'avais offert. Mais il s'avère que j'étais pas prêt quelques années avant. Mais là, avec ce qui s'était passé en 2019, j'ai dévoré le livre, l'ai lu, relu et relu. Donc je sentais que c'était ça, que c'était la vérité. Trouver cet espace de l'instant, ce moment, cet espace en nous. Et donc voilà, après, j'ai été recherché du côté plutôt de Ramana Maharshi, voilà, Nisargadatta Maharaj. Tout ça, ça me parlait. Mm. J'ai aussi intégré l'ashram du cœur avec Pierre et Gérald. Et puis, on a eu la chance d'habiter en Lorraine, donc, hein. Et puis, avec l'ashram du cœur, on avait la possibilité de créer des petits groupes locaux pour pouvoir se rencontrer et puis parler et échanger de notre parcours spirituel. Donc, avec une autre personne, j'ai créé ce groupe en Lorraine et on a organisé des premières rencontres. On était une douzaine de personnes à échanger sur notre parcours. Mais voilà, j'avais vécu quelque chose et j'étais en recherche de revivre ça. Je savais que c'était ça, mais je tournais en boucle avec mes lectures, mes études. Ça me rendait vraiment fou, quoi. Ça me rendait dingue parce que ça devenait une obsession. Mm. L'éveil, la réalisation du soi. Il y avait plus que ça, quoi. C'est une véritable obsession. Puis c'est très théorique parce que je tournais autour, je tournais autour. Puis bien sûr, il y avait les messages, mais c'est si simple. C'est très Oui. simple. Hein. Tu sais, tous les messages que l'on peut entendre, et c'est la vérité. C'est la vérité, mais justement, ça peut amener, ça j'en parlerai aussi par rapport à la vision santé, ça peut amener une réelle frustration pour les chercheurs. On te dit tout le temps, c'est simple, et toi, tu n'es pas capable de le voir, de l'intégrer, de le revivre. Ça frustre, ouais, ça rend coupable, ça a beaucoup de choses négatives. Et finalement, et là je vais venir à la vision sans tête qui est très 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 importante pour moi. J'ai une amie du groupe de l'ashram du cœur qui me dit mais toi il y aurait quelque chose qui te conviendrait sûrement. Et elle m'explique c'est la vision sans tête. Va voir une vidéo de José Leroy. Donc ça c'était avril 2023. Ça je peux le dater parce que c'est ce qui a vraiment fait basculer.
ma vie, je pense vraiment, je trouve que c'est une renaissance et la perception de ce que j'en ai. Donc voilà, le lendemain, donc avril 2023, je vais voir la vidéo de José où je tombe sur la vidéo du doigt qui pointe. Et là, voilà. Alors, non, j'allais dire révélation, mais non, c'est pas une révélation. C'est tout simplement, voilà, très très simple. Je vois, je vois vraiment, avec ce doigt qui pointe, quelle est ma véritable nature, cet espace ouvert, là je fais les gestes, hein, cet Mm. espace ouvert que je suis et qui accueille tout ce qui se passe, y compris les pensées, toutes mes sensations, tout mon personnage, et même le chercheur spirituel. Je le vois dans ce Cyril qui est en train de chercher dans cet espace. Vraiment, avec ce doigt qui pointe de la vision sans tête, j'ai une gratitude infinie pour José, j'en parlerai encore après, hein, parce que Mm. finalement, j'ai eu la chance après de le rencontrer. Mais depuis ce jour-là, voilà, j'ai vu, et de nouveau, je l'ai vécu. Je l'ai vraiment vécu. C'est cette grande différence avec la théorie, la compréhension intellectuelle, le mental qui comprend, hein, mais le vif, c'est totalement autre chose. J'ai une question. Qu'est-ce que ça a changé? Mm. Alors, beaucoup de choses. Alors, la vie en elle-même, finalement, la vie de mon personnage, Cyril, pas grand-chose finalement, mais c'est d'où elle est perçue. Cette tranquillité, ce calme, cette paix, de voir que, bah, il n'y a plus à nier le personnage et à le mettre de côté, parce que finalement, dans ma recherche, je voulais presque l'annihiler, ce personnage, Cyril. Mm. Être juste l'espace, l'ouverture, le soi. Et Cyril, il me gênait, ce chercheur spirituel. Et ce qui a grandement changé, c'est depuis cette ouverture, il y a un accueil total et une acceptation sans faille et sans effort. Il n'y a plus d'effort. Et ce fameux Cyril, ce chercheur spirituel, même s'il peut dire que depuis avril 2023, il est devenu trouveur, c'est un peu Mm. l'expression qu'on a en vision sans tête, de chercheur passé trouveur, ben, il pose plus de problème. Cette entité-là, cette identification-là pose plus de problème. Et je peux dire qu'encore maintenant, à des moments, quand il y a certaines émotions, certains sentiments, je suis pris dans certaines choses, eh ben c'est OK. Ça s'identifie totalement au personnage, je suis pris dans l'histoire. C'est OK. C'est vu de là. Et c'est paisible. Il n'y a plus besoin d'atteindre un objectif d'être 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 conscient du soi ou de sa véritable nature. C'est ce qui a vraiment changé. Mm. Là, il y a acceptation totale que quelquefois encore, je suis pris dedans. Je suis pris dans l'histoire. Et puis ça fait partie du jeu finalement. Je suis pris dans l'histoire et c'est pas grave. Et grâce à la vision sans tête, il y a tous les outils pour revenir simplement comme ça, avec le doigt qu'on va peut-être parler après du détail Mm. des exercices, mais il y a plein de petites clés pour y revenir. Donc il y a plus de soucis, plus de problématiques par rapport à ça. Il peut y avoir des émotions, il y en a encore beaucoup, des peurs, des craintes, des colères, de la tristesse. Mais oui, et je reste un être humain, Mm. heureusement, bien incarné ici, dans la vie, au contact de toutes les personnes que je fréquente. Donc ça, c'est important de garder son humanité et pas la mettre de côté. Mais par contre, elle apparaît dans cet espace que j'ai reconnu, que je suis, qui est calme pour accueillir tout ça. Avant qu'on aborde un peu plus comment ça marche, tu évoquais dans ton parcours le fait que tu as rencontré plusieurs traditions, peut-être plusieurs pratiques. Aujourd'hui, est-ce que tu continues à te référer à ces traditions ou ces pratiques, euh, ou alors est-ce que tu n'utilises plus que les outils de la vision sans tête? Le, la, le sous-entendu de cette question, c'est est-ce que c'est une
approche, la vision sans tête, qui est compatible avec d'autres approches? Alors, pour répondre à ta dernière question, je la trouve mais totalement compatible avec toutes les approches qui existent. Vraiment, c'est très très compatible avec toutes les approches qui existent. Maintenant, la vision sans tête va pointer sur exactement le même endroit que toutes les traditions pointent, finalement. Exactement au même endroit. C'est une autre façon de le faire. C'est une technique qui, pour moi, me convient plus parce je la trouve très concrète. Hein, c'est même très, très physique. On fait quelque chose, Hmm. on va pratiquer des expériences et on va le constater. Donc, en ça, c'est complètement complémentaire des autres traditions. Même ça intègre, parce que dans la vision sans tête, il y a beaucoup de messages de toutes les autres traditions. Hmm. Ça accueille toutes les traditions. Hein. Il y a le zen, que ce soit l'Advaita Vedanta, même la mystique chrétienne, tout est finalement intégré. C'est ça qui est chouette avec la vision sans tête, c'est il y a vraiment un accueil global. Et d'ailleurs, on retrouve chez les amis de la vision sans tête, ceux qui pratiquent la vision sans tête, des personnes qui qui ont des recherches ou qui ont des études sur toute tradition. Hmm. Et c'est ça qui en fait la richesse parce qu'on peut justement échanger avec toutes ces traditions. Ça, c'est vraiment beau. Il n'y a aucun rejet. Voilà. Pour mon expérience personnelle, depuis la vision sans tête, j'ai plus du tout besoin d'autre chose, d'autres recherches. Par contre, ça m'empêche pas d'aller regarder quelques vidéos, de lire quelques bouquins, plutôt par plaisir, mais pas par recherche. Voilà. Hein, c'est vraiment par plaisir. Et puis, justement, je trouve que depuis que j'ai découvert cette nature, par la vision sans tête, j'ai une bien plus grande compréhension de tout ce que j'avais pu lire avant Hmm. ou entendre. Ça, c'est important. Parce que j'avais relu des textes avant de découvrir la vision sans tête, je les relisais. Oh là, j'avais du mal à les Hmm. comprendre ou à les vivre. Et bien là, maintenant, avec la vision sans tête, tout devient plus clair, tout devient plus fluide pour moi. Tout ce que je peux lire, tous les messages, voilà, il y a même une compréhension bien plus claire. Alors, au-delà de l'aspect même compréhension, donc c'est vraiment une approche très pratique, de ce que je comprends. Est-ce que tu pourrais peut-être développer un petit peu de comment ça marche? Il y a des expériences, il y a des exercices. Comment ça fonctionne finalement, la vision sans tête? Oui, alors, je vais vous expliquer la théorie, puis peut-être qu'après j'aurai le temps de faire une petite expérience, Ah une oui. petite expérience pour que chacun puisse le faire. Eh ben, Douglas Harding a mis en place finalement toute une pédagogie autour d'expériences donc très concrètes, parce que lui finalement il était architecte, il avait besoin de quelque chose de très très concret, et donc il a mis en place une pédagogie, mais à la manière de quelqu'un de scientifique. Voilà. Un scientifique, il va déjà amener une hypothèse, il va émettre une hypothèse. Donc l'hypothèse, ben, c'est celle que nous ne sommes pas uniquement ce que nous paraissons être ici, nous sommes espace ouvert, vaste, conscient, non limité, accueillant. Ça, on va dire que c'est l'hypothèse. Mais si on continue à parler de cette hypothèse, ben voilà, on peut essayer de la comprendre mentalement. Donc lui, il part de cette hypothèse et à la manière d'un scientifique, il va mettre en place ce qu'il appelait des expériences. On peut les appeler des exercices ou des expériences, mais plutôt expériences, hein, parce que des exercices, ça voudrait dire qu'il faudrait s'améliorer au fur et à mesure du Hmm. temps. Voilà la différence. Donc c'est plutôt une expérience qui va faire en sorte que la personne, quand elle va faire cette expérience, elle va pouvoir par elle-même et finalement par sa propre autorité, ça c'est très important, vérifier l'hypothèse et la valider ou non. Puisque si elle ne l'a pas vécu, elle ne la validera pas. Si elle la vit, tout comme moi je l'ai vécu ce jour d'avril 2023, bah, c'est validé de fait, parce que c'est vécu. Et ça ne peut pas être autrement que d'être validé si c'est vécu. Hmm. Donc il y a l'hypothèse, l'expérience qui est mise en place avec des exercices très simples, basés sur l'attention. C'est vraiment sur l'attention.
et sur l'attention de ce qui est présenté dans ce qui se donne, et vraiment ce qui est vécu. Comme disait Douglas, à la première personne. Vraiment un vécu subjectif. Pas ce qu'on nous dit de vivre, parce que souvent, on pense vivre d'une certaine manière, mais c'est tous les messages qu'on a reçus, les conditionnements sociologiques, environnementaux, familiaux, qu'il faut qu'on, qui fait qu'on pense peut-être vivre d'une certaine manière ce qui se passe, alors que c'est pas le cas. Donc là, on revient à l'attention pure, comme si on revenait à un petit enfant Mm. qui découvre tout, qui est espace d'accueil, qui va découvrir exactement ce qui se passe. Voilà, dans les faits. Et Douglas disait toujours, mais surtout, ne croyez aucun mot de ce que je viens de dire. Donc là, ne me croyez pas. Ne croyez surtout pas ce que je viens de dire. Mais par contre, ce qui est proposé, c'est de faire l'expérience. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'expériences. Il y en a qui ont été faites, créées par Douglas, d'autres qui ont été créées après, par des amis de la vision sans tête. Donc là, on en dénombre une soixantaine des Ah oui. expériences. Il y a quand même une soixantaine d'expériences, et même un peu plus. Et ces expériences-là, elles vont faire appel à différents sens. Alors, bien sûr, le premier, comme son nom l'indique, c'est vision sans tête. Donc, dans vision Mm. sans tête, il y a vision. Il y a beaucoup d'expériences qui vont faire appel au sens de la vue, à la vision, pour constater vraiment que, voilà, si on peut avoir l'audace de retourner notre regard sur ce qui voit en nous, et ben, grâce aux expériences, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vis, et avec grande humilité, c'est l'humilité de voir finalement qu'il n'y a personne pour voir. Donc il y a une audace de retourner son regard de 180 degrés vers ce qu'il voit en nous et avoir finalement l'humilité de reconnaître simplement par les faits et par l'expérience qu'il n'y a personne pour voir en fait, que c'est un grand espace où il y a vision. Il y a vision des choses qui se présentent et des formes et des couleurs, des personnes, des objets qui se présentent. Et par là, par cette pédagogie-là, ça nous amène à avoir plusieurs clés parce qu'on va être soit dans la vision, mais aussi tous les sens qui peuvent être sollicités. Mm. On a des expériences voilà, sur les sons, sur le toucher, et puis même sur l'odorat, sur le goût, et puis bien sûr des expériences sur les pensées, les sentiments, les émotions. Mais à chaque fois, ça va être des expériences très concrètes où les personnes qui vont participer, par exemple, avec des ateliers, j'en parlerai après, des ateliers de vision sans tête, vont pouvoir expérimenter par eux-mêmes et surtout voir par eux-mêmes, sans le croire. Vraiment, ils auront pu l'expérimenter, le vérifier et le valider. C'est la grande différence, quoi, avec peut-être des autres traditions où il y a plus de théorie, plus de compréhension. C'est une voie directe. Alors, qui peut ne pas convenir, hein. Je pense quand même que pour aller dans cette voie directe-là, il faut quand même un certain cheminement auparavant. Je me permets d'intervenir parce que ça me fait penser quand même à, à ce qu'on peut retrouver dans certains aspects d'autres traditions qui peuvent être réputées pour être très théoriques. On va prendre le bouddhisme. Moi, je viens du bouddhisme et c'est vrai que dans le bouddhisme, il y a tout cet aspect très développé théoriquement, etc. Et puis, il y a dans ce bouddhisme, il y a des voies, comme le Mahamudra ou le Dzogchen, qui sont vraiment des voies qui ressemble beaucoup, je trouve, à la vision sans tête, où on parle vraiment de cette vision pénétrante quelque part, et où on va pointer presque du doigt la véritable nature. Donc c'était juste voilà, pour montrer qu'il y a vraiment, c'est quelque chose qui semble être commun à toutes les traditions. Ouais, c'est complètement ça. Tu parles du Dzogchen. Finalement, les exercices qui sont proposés dans le Dzogchen, voilà, la vision sans tête est quand même proche du Dzogchen Mm. dans ce qu'elle propose. Ouais, merci d'avoir complété par rapport à ça. C'est aussi important de le dire, ça. Euh, Est-ce que, là, on a parlé un petit peu de la théorie de comment ça marche. Est-ce que tu pourrais éventuellement nous guider
dans une expérience. Ah oui, avec grand plaisir, Ludovic, avec grand plaisir. Alors, ils ont chaque fois un nom, ces expériences. Et là, cette expérience que je vais vous transmettre, et en tout cas, juste que je vous demande, c'est les personnes qui regardent cette vidéo, c'est de la faire. Parce qu'autrement, si vous me regardez faire, ça n'aura aucun intérêt. Donc, si vous pouvez expérimenter en même temps, et il s'agit d'une expérience qui s'appelle revêtir l'espace. Donc, on parle bien sûr de cet espace, donc là, cette hypothèse, hein, où nous ne sommes pas uniquement ce que nous paraissons être, ce corps physique, mais nous sommes cet espace vaste, ouvert et conscient. Ben, ce que je vais vous proposer à travers cette expérience, c'est de le revêtir, cet espace, très concrètement. Alors pour le revêtir, et avant de le revêtir, je vous invite déjà à l'observer, parce qu'au final, vous voyez, là par exemple, toi Ludovic et moi, nous sommes dans une pièce, peut-être que d'autres personnes vont regarder aussi dans une pièce ou même dehors, mais quoi qu'il arrive, souvent on oublie de voir l'espace dans lequel on est, Mm. l'espace qui nous entoure. Et donc là, on peut prendre un tout petit temps simplement pour observer sans effort tout l'espace qui nous entoure. Hein, finalement, il y a de l'espace devant nous, côté, en haut, en bas. C'est un fait. Il y a de l'espace. On est souvent entouré, toujours, on est entouré d'espace. Et là, pour le moment, on le vit comme si on était entouré par cet espace. Donc, il y a nous, l'individu, donc moi en tant que Cyril, ou toi en tant que Ludovic, ou les personnes qui nous regardent, et on se sent peut-être enfermé dans ce corps, on est là dans le corps, et il y a l'espace autour de nous. Donc déjà, voir cet espace, c'est déjà une chose, en prendre conscience. Moi, ce que je vous propose, c'est de le revêtir. Alors, pour le revêtir, on va étendre nos bras de cette manière, voilà. On va amener nos mains, voilà, peut-être à 30, 40, 50 centimètres de notre visage. Et puis, on va prendre un morceau de cet espace. On va se permettre de prendre un morceau de cet espace entre nos mains. Et vous voyez, ben, pour le moment, on a pris peut-être 20, 30, 40 centimètres de cet espace. Et nous l'avons bordé, nous l'avons limité entre nos mains. Et puis, il n'est pas en nous, il est toujours bien à l'extérieur de nous. Mais on va voir ses caractéristiques à cet espace. On pouvait voir, vous voyez, entre vos deux mains, vous pouvez faire même ce geste, et ben, il est totalement transparent, cet espace. Encore une fois, on n'est que sur des faits avec les expériences de vision sans tête. Cet espace est totalement transparent, vide. Alors, lui-même ne contient rien, mais au final, c'est un vide dans lequel apparaît beaucoup de choses. Vous voyez, dans ce vide, finalement, apparaissent des formes, des couleurs, des objets. Moi, là, pour le moment, j'ai mon écran. Toi, tu apparais dans mon espace ludovique. Et cet espace, on peut le tourner et puis voir que finalement, voilà, il accueille tout, absolument tout. Les couleurs, les formes. Et il accueille de manière inconditionnelle et équanime tout ce qui vient à lui. Tout ce qui vient dans sa transparence. Là, encore une fois, c'est pas du concept, hein, c'est de la perception. Dans cet espace, il y a un accueil total. On peut pas dire qu'il peut y avoir des couleurs qui sont rejetées, des objets qu'on n'aime pas, un tri, une sélection. Non, non. Ça catégorise rien, ça trie rien, ça rejette rien surtout. Donc c'est un accueil inconditionnel, tranquille, paisible. Et ce qu'on peut aussi remarquer, c'est cet espace, il n'y a pas besoin de temps pour accueillir. Tout est accueilli dans l'instant, pas besoin d'une minute de réflexion, de 10 secondes, ni même d'une seconde. Tout se fait dans l'instant, spontanément. Donc, sans cet espace, il y a un accueil inconditionnel et spontané de tout ce qu'il y a. Alors, on peut l'amener, cet espace, un peu plus vers nous, on va dire à peu près à 10 centimètres, d'où d'habitude on place notre visage. Voilà, on va l'amener comme ça, et voir ce qui se passe quand on amène cet espace tout près de nous. Alors, on peut voir qu'il est toujours bordé et limité par nos mains, il est toujours à l'extérieur de nous, mais le fait de l'avoir amené vers nous, de l'avoir avancé, il y a beaucoup plus de choses, d'objets, de couleurs, de formes qui sont accueillis en même temps. Toujours en même temps, dans l'instant, on peut bouger de nouveau
Et là, il y a plus en plus de formes et de couleurs qui sont accueillies en même temps. Et toujours de manière très simple, très tranquille. Toujours inconditionnel. Aucun rejet, aucune préférence, aucune fuite. Tout est accueilli. Donc voilà les caractéristiques de cet espace. Donc ce serait quand même sympa de pouvoir être cet espace et de le revêtir. Alors pour cela, ce que je vous propose, c'est d'amener très très tranquillement vos mains comme ceci et de les faire disparaître, vos mains, derrière vous. Et cet espace, vous le revêtez comme si vous mettiez un masque de transparence. Et là, les mains disparaissent. Vous pouvez les poser sur les épaules si vous avez un petit peu mal aux épaules. Et là, l'espace qui était devant nous auparavant, il est toujours présent, mais il se situe là, juste au-dessus de nos épaules. De manière factuelle, nous avons cet espace juste au-dessus des épaules. Et est-ce que ces caractéristiques ont changé à cet espace? Non, en tout cas, pour moi, dans mon expérience, il est toujours accueil inconditionnel. Vous voyez, le fait de l'avoir rapproché au centre de vous-même, il y a beaucoup plus de choses. Il est plus limité, cet espace. Il est toujours accueil inconditionnel, aucun rejet, aucune préférence, aucune catégorisation, mais il est accueil. Toujours accueil, et cela instantanément, spontanément. On ne peut pas faire autrement. C'est un espace qui accueille. En plus, maintenant, il est au centre de vous-même, il n'est plus limité et il est conscient. On peut faire réapparaître les mains comme ceci, et finalement, on voit que les mains ne bordent plus cet espace. Elles apparaissent plutôt dans cet espace très concret, ouvert, vaste et illimité. Et on peut même dire que l'ensemble de notre corps apparaît dans cet espace. Cet espace que nous venons de revêtir, et plus que de le revêtir, nous sommes devenus cet espace conscient. Et même plus que d'être devenus cet espace, nous prenons simplement conscience que nous sommes cet espace qui accueille tout. Là, c'est juste une expérience qui nous amène à le voir. Mais c'est sans effort, sans aucune difficulté, qu'en fait, là, maintenant, on n'a même pas besoin des mains pour le constater. On peut voir qu'ici, notre corps apparaît dans cet espace et notre corps apparaît sans notre propre visage. D'où le nom de la vision sans tête. C'est une vision sans notre visage, depuis cet espace conscient. Alors bien sûr, le visage, il est pour les autres. Ludovic, dans ton espace-là, et les personnes qui regardent la vidéo, vous voyez mon visage. Et il est là. Il ne suffit pas de le nier du tout. Il ne s'agit pas de le nier. Mais le visage qui est là, il est pour les autres, à quelques centimètres. Il est aussi dans les miroirs, quand il est reflété. Mais dans l'expérience directe que nous avons, ici, et on peut encore le faire, on peut le voir à tout moment. Et ça peut nous servir à tout moment. C'est qu'ici, nous ne sommes pas enfermés dans notre expérience subjective, derrière un visage, dans notre tête, où toutes nos pensées, nos sentiments, nos émotions seraient enfermées dedans. Mais non, c'est très vaste, très libre, pour accueillir le tout, pour accueillir toutes les formes. On l'a fait sur le visuel, mais ça accueille toutes les formes sonores, toutes les sensations, puis également toutes les pensées, les sentiments, les émotions. C'est ça, revêtir cet espace. Et là, par l'expérience, si vous le vivez, vous le vérifiez et vous validez que vous êtes cet espace. Voilà, en tout cas, merci pour ton écoute et pour l'écoute de tous les spectateurs. C'est assez frappant comme exercice parce que on parlait tout à l'heure des autres traditions et encore une fois, c'est vrai que c'est frappant comme ça ressemble beaucoup à certains exercices qu'on peut retrouver dans le Mahamudra ou le Dzogchen, c'est-à-dire prendre conscience de l'espace et de retourner son attention à 360 degrés finalement. Mais là, il y a quelque chose en plus, je trouve, bah, c'est d'utiliser les mains. C'est-à-dire que
Moi, dans les méditations guidées que je peux faire, c'est vrai que souvent, je vais proposer aux personnes de prendre conscience de l'espace qui se trouve entre leur prétendu centre de contrôle et le prochain obstacle. Voilà. Mais sans utiliser finalement les mains, mais simplement avec la capacité à élargir son attention ou à prendre conscience de son champ de vision et puis de l'écarter. Et là, avec les mains, je trouve que ça résout peut-être un problème de compréhension même de l'instruction qu'il peut y avoir dans ce cadre-là. Lorsqu'on dit à quelqu'un de prendre conscience de l'espace de la pièce, par exemple, parfois ça peut paraître un peu conceptuel. Et une fois sur deux, je comprends pas bien. Et donc, du coup, ça peut être... Et donc, le fait d'avoir ses mains et de se rendre compte de ça, je trouve que c'est pédagogiquement, c'est très brillant. C'est très brillant parce que c'est pas discriminant. Il n'y a pas ah ben il y a ceux qui comprennent et il y a ceux qui comprennent pas. C'est beaucoup plus démocratique même. Parce qu'il y a vraiment ce côté bah, tout le monde peut le faire. Et je trouve ça très malin, très bien construit. Merci hein, pour ce partage. Merci pour ces commentaires. Et effectivement, et c'est là où, en ce sens, je trouve que Douglas Harding était génial, mais dans le sens propre du terme. Le génie, c'est souvent de pouvoir rendre les choses simples, accessibles, alors que ça pourrait paraître compliqué. Et lui, c'est ça qu'il a trouvé, Douglas. C'est cette accessibilité, sans effort, très très simple. J'aime ce mot simplicité. Mm. J'adore ce mot simplicité. C'est quelque chose de très très important pour moi. Et cette simplicité, voilà, et cette accessibilité, très très important. J'ai une question purement pratique en tant que pratiquant de la vision sans tête, quelqu'un qui va découvrir un exercice, il va se dire, waouh, ah, c'est génial, du coup, ça me permet d'accéder à une dimension que jusque-là, j'ignorais, enfin, ou que je ne voyais pas, ou à laquelle je ne faisais pas attention. Et donc, on va dire, il fait un exercice, et ça marche. Que peux-tu conseiller à quelqu'un qui va se retrouver face à cette difficulté que je vais décrire, c'est-à-dire, ça marche une fois, et puis après, il y a comme si le mental venait s'approprier cet exercice pour faire déclencher une expérience. Et du coup, bah, ça marche plus. Parce qu'on essaye de recréer quelque chose qu'on a créé, qu'on semble avoir créé avec le premier essai, mais que la chance du débutant ne marche plus. Je sais pas si c'est très clair comme question, mais Ah, pour moi, c'est clair, c'est clair. Pour moi, c'est très très clair. qu'est-ce que tu Alors, conseillerais dans ce cas-là? alors effectivement, c'est vrai que souvent, dans la plupart des cas, dans les ateliers de vision sans tête, ben, cet espace, il est vu. C'est presque difficile de ne pas le voir avec cette méthode géniale de Douglas Harding. Donc, allez, on va dire à plus de 90% des cas, c'est vu. Voilà. Donc ça, c'est vu. Et c'est expérimenté. Ça n'a pas été expérimenté par le mental, ça a été Mhm. vraiment vu, vérifié, validé, expérimenté. Mais après, bien sûr, comme tu le dis, le mental va vouloir en faire quelque chose de cette expérience. Ce que nous, on dit, et ce que Douglas, justement, disait, il a appelé ça après la méditation pour la place du marché. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire qu'avec toutes les clés qu'on va donner dans des ateliers, hein, à travers les différents sens et aussi différentes interactions qu'il peut y avoir dans la vie, le conseil qu'on pourrait donner, bah, c'est qu'à chaque situation, on va faire des expériences. Alors, quand je parle de la médiation de la place du marché, pourquoi? On va donner des clés si on se retrouve seul. Alors, seul, on peut se retrouver même à méditer. On peut être en action à faire une action ménagère, pourquoi pas, du travail. On peut marcher, on peut courir, on peut être à vélo, on peut conduire, on peut se retrouver dans les transports en commun. Dans toute situation, absolument dans toute situation, on va donner des clés pour que la personne puisse y revenir. Alors bien sûr, de la même manière qu'on a fait revêtir l'espace, c'est-à-dire qu'avec une expérience très, très, très pratique et très factuelle, qui dure peu de temps. Donc, ce qu'on va dire, essayez de mettre en place au quotidien dans votre vie tout ce que vous avez appris, voyez ce qui vous convient le mieux,
et faites l'expérience. De toute façon, vous saurez si c'est le mental qui veut s'approprier l'expérience parce que ça Mm. va vous dire des questions. Là, je vais avoir des questions. Ah, c'est peut-être ça, c'est si, il y aura des doutes. Par contre, si vous faites l'expérience et que vous vivez cet espace, vous y êtes, s'il n'y a pas de questions derrière, si c'est vécu, il n'y en aura pas des questions. Donc, peu à peu, je vais dire, c'est l'établir et l'intégrer au quotidien dans sa vie. Pensez à l'intégrer. Et puis, de temps en temps, c'est le mental qui va vouloir récupérer, souvent. Et justement, avec ces expériences que je parlais tout à l'heure, qu'il y a aussi des expériences sur les pensées, les émotions, on va être en capacité de voir tous ces schémas structurants du mental, ces habitudes qui vont se mettre en place, et même les habitudes-là où le mental va juger l'expérience et va essayer d'en faire quelque chose. Ça va être vu. Alors, quelquefois, on va tomber dedans. Mm. OK, pas de souci. Et puis, quelquefois, petit à petit, ah, on va revoir de nouveau, vivre l'espace, cet espace que nous sommes. Parce que c'est ce que nous sommes. Donc, on va le vivre. Et même si le mental essaye de s'approprier ça, on va commencer à le voir. Et ça veut dire que l'idée, alors c'est très facile de voir, première expérience, voilà. Par contre, c'est peut-être plus difficile, et c'est là où ça devient vraiment une voie à mettre en place au quotidien. C'est plus difficile d'y revenir et d'intégrer tout ce que l'on peut faire dans la vie. Parce que là, je parlais de tout ce qu'on peut faire individuellement, mais souvent on va se retrouver en relation. Donc on va devoir parler avec une personne ou plusieurs. On va être en action avec une personne. Et bien là, tout de suite, il va y avoir les paroles, l'écoute, et ça va nous amener, je parlais tout à l'heure, aucun jugement, aucun rejet, il va y avoir des jugements, des rejets, des catégorisations avec les personnes. C'est OK, puisque c'est notre principe de notre mental en tant qu'être humain. Mais tout ça, peu à peu, si on consent à bien vouloir intégrer ça dans sa vie, cette voie, cette méthode, ces expériences, et ben peu à peu, ça va s'intégrer. Et on va être surpris au final, c'est-à-dire que c'est pratiqué souvent, mais des courts instants. Et donc finalement, peu à peu, on va voir que ces courts instants, ils vont se rejoindre et ça va devenir un état naturel. En tout cas, on va conscientiser que c'est un état naturel. Et peu à peu, ce qu'on vient de vivre avec revêtir l'espace, cet espace va accueillir toutes les situations. Et à un moment donné, voilà, toutes les situations vont être accueillies à partir de là. Et même quelquefois, moi encore, et même José, quand il en parle, ça lui arrive aussi. Et Douglas en parlait d'ailleurs. Il les disait, il y a une anecdote, moi, dans un livre qui il raconte, il dit, à un moment donné, il fait sa déclaration d'impôt, ses revenus d'impôt. Mais son interlocuteur lui disait, mais Douglas, quand même, quand tu fais tes impôts, t'es conscient, t'es dans ta véritable nature. Et il dit, mais non, je fais complètement les impôts, je suis pris dedans. Donc mentalement, je fais ma feuille d'impôt, je suis pris dedans. Mais voilà, on y revient toujours. Et finalement, il n'y a plus cette pression, parce que même si on n'en a pas fait attention, même si c'est pour 10 minutes, une heure, un jour, même un mois, pourquoi pas, parce qu'on est repris par le quotidien, c'est pas grave, parce que finalement, dans cet espace-là, il est atemporel, il n'est pas, voilà, il n'est pas dans le temps, donc peu importe. À chaque fois, ça sera dans l'instant. On reverra dans l'instant. Et ça enlève toute cette pression de la recherche. Tu vois, du parcours de il faut être réveillé ou il faut réaliser. En tout cas, c'est mon expérience. Toute cette pression-là est tombée. Oui, parce que quelque part, il y a pas vraiment de chemin. À chaque fois, on peut y revenir dans l'immédiat. Oui, c'est complètement ça. À chaque immédiat, chaque instant, on peut y revenir. Si on souhaite, pour peu, hop, refaire les petites expériences, refaire les clés, on rentre à la maison, dans notre véritable demeure que nous sommes. Mm. Et si on oublie, on est sorti de notre maison, c'est pas grave. On sait y revenir. J'ai une question par rapport au... Parce que pour une personne qui ne connaît pas la vision sans tête, on pourrait se dire, oui, mais tout ça, c'est très là-haut, quoi. C'est très aérien, c'est très, pas mental, mais très éthéré, et donc pas forcément ancré dans le corps.
Je pense que c'est quelque chose qu'on peut se dire, ou Sûr. qu'on pourrait, une impression qu'on pourrait avoir. Et est-ce que tu pourrais peut-être parler de ce point-là, de comment est-ce que est traitée, entre guillemets, cette expérience du corps dans la vision sans tête? Oui, oui, bien sûr. Justement, elle est traitée avec des expériences, encore une fois, parce que ça passe toujours par là. Alors, on peut donner des explications théoriques, mais ça va toujours passer par des expériences. Hein, je disais à peu près une soixantaine d'expériences. Donc, pour que ce soit bien ancré dans le corps, pour les personnes qui vont avoir besoin de ça, il y a des expériences très concrètes où on va aller explorer justement le corps par le biais des sensations que l'on a. Donc, ça va plus se pratiquer les yeux fermés. Les yeux fermés, on va aller vraiment à la rencontre de ce qu'on appelle notre corps, hein, qui est finalement le corps, ça reste quand même une apparence, Mhm. qui est vue parce qu'elle est vue à une certaine distance. Notre corps, il apparaît parce qu'il est vu à une certaine distance. Mais par ces expériences-là, on va aller voir de manière très concrète ce qu'est le corps. On peut le faire si tu veux, si on peut prendre quelques minutes. Avec plaisir. Bien, écoute, c'est parti. Et puis avec les amis qui nous écoutent, si vous voulez bien le faire également, ben, simplement, on va commencer déjà à regarder autour de nous ce qui nous est présenté, ce qui nous est donné. Donc, généralement des objets, des formes, des couleurs, peut-être des personnes. Voilà, ça fait partie de notre expérience. C'est vécu, c'est la vision de ce que l'on a. Mais là, on va continuer cette expérience en fermant les yeux, si c'est possible pour vous. Et en fermant les yeux, on voit d'un coup que ces formes, ces couleurs, ben, il n'y en a quasiment plus. Ou alors un tout petit peu, c'est comme une sorte de tableau noir avec des petits scintillements, des petites ombres. Et vous voyez, tout à l'heure, nous étions présents à ce qui est donné dans la vue. Nous étions présents à ce qui nous était proposé. Mais est-ce que là, cette présence en nous est diminuée, est partie? Toujours les yeux fermés, si je vous posais la question, êtes-vous présent là, à m'écouter? Il y a quelque chose en vous qui est présent puisque vous m'entendez. Il y a cette présence en vous. Donc dans cette présence, il y avait tout à l'heure les formes et les couleurs, et il y a le son de ma voix, par exemple. Et pour revenir au corps, dans cette présence, si je vous demandais est-ce que vous ressentez votre corps, certainement vous diriez oui. Vous pouvez ressentir votre corps, là, même les yeux fermés. Mais qu'est-ce que vous ressentez vraiment dans l'expérience? On peut dire qu'on ressent son corps, mais est-ce que finalement, c'est pas quelque chose d'appris ressentir son corps? Qu'est-ce qu'on fait comme expérience vraiment là, les yeux fermés? Est-ce que nous ne sommes pas présents pour accueillir des sensations, en fait? On dit qu'on ressent notre corps, mais en fait, on ressent des sensations. Vous voyez, elles sont nombreuses. Il peut y avoir les battements du cœur, par exemple, le mouvement respiratoire. On peut avoir des sensations de chaleur ou de fraîcheur. Pourquoi pas même des sensations de lourdeur ou de légèreté. Puis également des sensations de contact. Alors effectivement, on ressent les contacts. Notre corps est posé automatiquement sur quelque chose. Un minima le sol, ou une chaise, un fauteuil, un zafou. On a le contact des vêtements sur notre peau. Ok. Donc ce sont des sensations de contact. Contact, chaleur, odeur, mouvement. On peut même ressentir des tensions, des contractions. Mais est-ce qu'on se sent, pardon, enfermé dans ces sensations? Est-ce que c'est l'expérience qu'on fait? Est-ce qu'on est vraiment enfermé dans ces sensations ou c'est plutôt des sensations
qui apparaissent au sein de notre espace présent, notre espace conscient. Nous sommes conscients qu'il y a toutes ces sensations, mais nous ne sommes pas enfermés en elles. D'ailleurs, on va aller rechercher une de ces sensations. Vous pouvez observer une des sensations la plus prégnante, celle qui se manifeste le plus facilement pour vous. Et puis on va aller interroger ses caractéristiques, toujours de manière factuelle. Dans votre perception de cette sensation, est-ce que vous lui trouvez une couleur? Est-ce que vous lui trouvez une forme? Quelle est son intensité? Est-ce que vraiment elle a des bords, des limites, cette sensation? Est-ce que vous êtes enfermé en elle? N'êtes-vous pas conscient, présent, ou l'observez? Donc ça, c'est une première sensation. On peut en prendre une seconde si vous voulez bien. Une autre qui se manifeste, peu importe laquelle, ça peut être la respiration, les tensions, le picotement, la chaleur. Puis de nouveau, on s'interroge, voir si elle a une forme, une couleur, si elle a des limites, quelle est son intensité. Puis peut-être que les deux sensations se trouvent à distance l'une de l'autre. Mais vous, en tant qu'espace de présence, cette conscience qui voit les sensations, êtes-vous vraiment à distance de ces sensations? Ou est-ce que les sensations ne paraissent-elles pas en vous, simplement? Mais ce vous, c'est quoi? C'est quoi cet espace de présence, cet espace de conscience? On va faire la même chose qu'avec les sensations. Cet espace, est-ce que vous pouvez lui trouver une limite? Regardez simplement, par exemple, vers le haut. Cet espace a-t-il des limites vers le haut? Y a-t-il une frontière, une barrière, quelque chose qui fait que votre espace s'arrête vers le haut? Il y aurait votre espace et puis le monde qui commencerait vers le haut. Moi, c'est pas mon expérience. Cet espace a l'air complètement vaste et infini vers le haut. C'est le cas aussi vers le bas. Interrogez cet espace, faites-en votre propre expérience, vers la gauche, vers la droite. Dans l'expérience concrète, nous ne pouvons pas trouver de limite, vers l'avant, vers l'arrière. Donc, dans ce que nous vivons, il y a cet espace vaste, infini, dans tous les sens, capacité d'accueil pour toutes ces sensations, toutes les vibrations. En fait, dans cet espace, on peut constater que finalement, ce sont des informations, des vibrations, ces sensations. Et est-ce qu'on peut dire qu'elles sont enfermées dans un corps finalement? Est-ce que nous faisons cette expérience? Le corps est constitué de sensations, de vibrations. Le corps est d'ailleurs constitué de cellules, et même de molécules. Les molécules étant constituées d'atomes. Nous touchons cela par l'expérience. Que ce corps est une somme de sensations et qui apparaît dans un espace vaste. Alors justement, cet espace fait-il 1,50 m, 1,60 m, 1,80 m, la taille du corps? Est-ce qu'il a un poids, 50 kg, 60, 80 kg? Ou est-ce qu'il est illimité, sans poids, sans taille? Et à travers cet espace, il y a toutes les sensations de ce corps qui se manifestent à travers ces vibrations. C'est vraiment l'expérience que l'on fait. Et là, dans quelques instants, nous allons ouvrir les yeux, chacun à son rythme. On les ouvrir, et dans l'expérience,
Il y a juste de nouveau les formes et les couleurs qui se rajoutent. Et aussi ce corps, on peut regarder notre propre corps. On le voit de nouveau. Donc, nous l'avons ressenti dans ses sensations. Et là, il a l'air limité par ses formes visuelles. Mais en fait, il apparaît depuis cet espace. Sauf qu'il apparaît sous cette forme. Simplement parce qu'il est vu à une certaine distance. C'est une apparence à une certaine distance, ce corps. Parce que si on se reculait, si on reculait, on voyait notre corps à 100 mètres de nous-mêmes, on verrait qu'un petit point de couleur. Et si on reculait encore, on verra encore une autre apparence. Il s'agit d'une apparence qu'il faut d'ailleurs choyer. Elle est très importante, cette apparence. Ce corps, très utile pour pouvoir vivre ensemble dans notre société et interagir avec les autres corps, les autres êtres humains. Et là, nous venons d'explorer de manière très concrète ce corps dans notre espace que nous sommes. Voilà. Merci Ludovic. Merci à toi. C'est euh, très évocateur, en tout cas, très pratique. Euh, Ça me fait penser à l'histoire de Milarepa qui euh, rencontre deux érudits du bouddhisme et qui lui explique donc la théorie sur la non-dualité, la vacuité, etc. Et Milarepa qui était en train de méditer et qui leur dit, qui se lève et qui passe à travers un mur et qui revient de l'autre côté et qui leur dit, voilà, ça, c'est l'expérience concrète et directe de ce qu'on peut réaliser. Vos théories, elles sont peut-être très intéressantes, mais il faut revenir finalement à la pratique. Et donc, c'est un peu ça que ça m'évoque, c'est-à-dire que de découvrir cet espace sans limite, c'est un peu comme Milarepa qui passe à travers les murs. C'est-à-dire qu'on a cette expérience directe où finalement les limitations que l'on s'impose ne sont plus les mêmes. C'est une histoire que mon maître aime beaucoup raconter dans ses stages. Et finalement, là, on a une belle explication là, qui nous a fait un petit peu le rôle de Milarepa, qui nous fait passer à travers les murs. Mmh. Mmh. Ouais, exactement ça. J'ai une question, puisque tu as une activité professionnelle qui consiste à être sophrologue. Oui. Alors, j'ai deux questions au sujet de ça. À ce sujet, c'est d'abord, qu'est-ce que c'est que la sophrologie rapidement, hein? Et est-ce que tu fais un lien entre les deux, entre la vision sans tête et la sophrologie dans ton activité? Est-ce qu'il y a des choses que tu vas inclure ou pas de la vision sans tête? Oui, oui, merci pour cette question, parce que la sophrologie, ben, dans dire ça, dans sa dénomination même, ça veut dire sosphren logos, et ça veut dire la science de l'harmonie de la conscience. Voilà, étymologiquement parlant, c'est ça la sophrologie, hein, créée dans les années 60. Mais je dirais qu'on a un petit peu, en tout cas pour la majorité de comment s'est pratiquée la sophrologie, on a un petit peu oublié que dans sophrologie, il y avait conscience. Il y avait plutôt harmonie, l'harmonisation, ok, de tout ce qui est, toutes les sensations, de toutes les pensées, de toutes les émotions, des sentiments. Donc je dirais que souvent la sophrologie est pratiquée comme une pratique de développement personnel Mhm. pour aider à modifier ses comportements, aller regarder son passé, le voir de certaines manières, modifier ses émotions, les travailler. Donc faire un travail, et je dis pas que c'est mal, loin de là, hein, faire un travail important sur le petit moi, en fait, sur son moi conscientisé, et que
ben voilà, il faut faire beaucoup de travail en ce sens. Moi, comme je pratique la sophrologie, j'y amène beaucoup cette notion de conscience. Donc, qui dit conscience, ben, c'est ce que l'on vient de faire dans les expériences, hein. Après, on peut y mettre le mot que l'on veut, hein, conscience, vacuité, la présence, le soi, ou même des noms religieux. Euh, donc, en fait, la sophrologie, c'est aussi toute une série d'exercices qui a été mis en place par un neuropsychiatre, Alfonso Caicedo, et il a mis en place toutes des séries d'exercices pour finalement aller explorer un petit peu toutes nos dimensions, donc nos dimensions physiques, sensations, nos dimensions mentales, et également notre dimension spirituelle. Mais cette dimension spirituelle, elle a été un tout petit peu oubliée dans la sophrologie moderne. En ce moment, ça a été un petit peu oublié. Et bien donc, moi, je fais le pont, en tout cas dans ma pratique, entre, en respectant bien sûr la sophrologie caïcédienne comme elle a été conçue, mais je fais le pont avec finalement mes expériences et la vision sans tête. Et comme je disais au départ, la vision sans tête, c'est inclusif. Et je peux y inclure totalement la pratique de sophrologie dans mon métier de sophrologue. Donc je le vois comme ça. Alors je vois avec les personnes, hein, je vois si c'est possible ou pas. Quelquefois ça passe pas, d'autres fois ça passe très bien. Et même dans les ateliers collectifs que j'anime, je vois, et puis on voit comment ça se passe. Et finalement, je peux faire les deux. Et c'est pas en contradiction. En tout cas, pour moi, je le vois comme ça. Ça ne rentre pas du tout en contradiction. Je, je te remercie vraiment pour ta générosité Mm. et pour tes explications très claires et très évocatrices finalement. Euh, tu nous as donné de la théorie, bien sûr, mais tu nous as fait, je pense, hein, goûter ce que ça peut être. Et si des personnes sont intéressées et souhaitent te contacter ou expérimenter des ateliers avec toi, est-ce que tu as des actualités ou des choses à venir, étant précisé que cette interview sera diffusée dans un petit mois, je pense. D'accord. Alors, en fait, déjà pour la vision sans tête, il y a un site officiel hein, de la vision sans tête. Mm. Là, on le mettra peut-être dans les Moi, commentaires. je mettrai Oui, tout dans les descriptions. Ouais. eh bien, super. Et à travers ce site, il y a des rencontres possibles sur Zoom régulières, 3 fois par semaine. Donc, il y a un Zoom, c'est gratuit. Toutes les personnes peuvent venir découvrir ou pratiquer la vision sans tête. Ça se fait le lundi, le jeudi et le vendredi soir. Donc, le vendredi soir, c'est à 20h30, c'est Jacques. Le jeudi soir, c'est à 20h, c'est José Leroy qui anime. Et le lundi soir, c'est moi qui anime la session du lundi soir. Donc, tous les lundis à partir de 20h, je suis présent en Zoom pour animer voilà, des échanges sur la vision sans tête avec un groupe qui est là très souvent, des groupes de personnes qui pratiquent. Et puis voilà, c'est ouvert à tout le monde. Donc ça, c'est déjà l'actualité régulière. Donc venez découvrir, en profiter. C'est totalement gratuit pour découvrir. Ensuite, alors ça sera diffusé en octobre. Ça veut dire que j'aurai d'ici là animé un atelier, mais ça sera plus d'actualité parce que je l'aurai animé avec José et Lorraine Leroy. José et Lorraine vont venir en Lorraine, justement, et on va animer un atelier. On aura animé, en tout cas, un atelier le 28 septembre sur une journée complète de vision Mm. sans tête. Alors peut-être que Euh, ce sera diffusé avant, mais je peux pas le garantir parce que j'ai un emploi du temps un peu oui, chaotique, on va dire. oui. Et donc voilà, pour moi, c'est très, très important de diffuser la vision sans tête avec ses bases et avec José, avec Lorraine Leroy. J'ai une gratitude envers eux exceptionnelle. J'ai aussi une gratitude envers Douglas et Catherine Harding, je veux le préciser. Alors, je ne les ai pas connus, Douglas et Catherine Harding, mais Catherine Harding a une manière apparemment de transmettre et de proposer avec le cœur, avec bienveillance, avec simplicité. Et c'est comme ça que moi, je voudrais proposer Mm. la transmission de la vision sans tête. Donc, c'est ce que je fais à travers les ateliers ou les Zooms. Puis, je vais mettre en place de plus en plus régulièrement, en tout cas chez moi en Lorraine, des propositions d'ateliers. Donc là, on peut me retrouver sur ma page Facebook. Donc, on retrouvera ça.
Et puis, voilà, petit à petit, j'ai eu l'occasion aussi de partager des expériences pendant le stage d'été de José et Lorraine, Mhm. abbaye Saint-Antoine, où j'ai pu partager. Et voilà, ensemble, on continue cette voie. Et je suis très, très proche de... J'ai la chance d'être proche maintenant de José et de Lorraine. Et donc, on va continuer de cette manière et je vais m'intégrer dans un processus global de transmission de cette voie, de la vision sans tête. C'est super. Bah, écoute, je te remercie encore et bah, je te souhaite de passer une excellente journée et je te souhaite une belle vision sans tête. Merci beaucoup, Luc. Merci pour ton accueil. C'était magnifique. Merci beaucoup. Merci à toi, au revoir. À bientôt. Au revoir.